que j'entends ça. L'article. Oui, j'écoute attentivement. Vous étiez en train de Olivier, vous étiez en train d'imiter l'accent, c'est ça? je vous aime beaucoup, parce que vous êtes quelqu'un, je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment très bien. J'ai pas compris. Olivier, Olivier, je l'aime beaucoup. Vous étiez en train d'imiter l'accent arabe, c'est ça? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on va se tourner vers RMC. On va nous ramener un sacré phénomène, les amis. Ce phénomène nous explique, sa fille n'a pas trouvé d'employeur, elle s'est retrouvée à la maison. Et ça le fait bien chier. Il nous explique ensuite, elle touche 580 € par mois. Il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois, mais il n'y a aucune vérification. Alors là, il nous explique carrément que sa fille vole le RSA. Et ça, c'est pas très bien, les amis. Bon, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous, les amis. Likez-moi un max cette vidéo. Elle a quel âge votre fille, Stéphane? 19 ans. 19 ans. Et elle touche le RSA? Elle le touche depuis qu'en fait, après son bac, elle a cherché à faire une formation sur 2 ans. Elle n'a pas trouvé d'employeur, donc du coup, elle s'est retrouvée sans emploi à la maison, donc elle n'a pas de frais. Hein. Elle est chez nous. Et en fait, en passant par je sais plus quel organisme, elle touche 580 € par mois. Et il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois. D'accord. Mais il n'y a aucune vérification, en fait, sur ces 15 heures. Comme je disais à votre standardiste, elle va donner un coup de main à la voisine à brosser le cheval, elle met 1 heure de travail, et puis voilà, elle a coché la case d'1 heure, elle va faire 1 heure de sport, c'est de l'entretien individuel, ça coche 1 heure. Ah bon? Ouais. Il y a des heures, maximum 2 heures par semaine, par mois, je crois. Mais voilà, en fait, tout et n'importe quoi est compté, il n'y a aucune vérification. Moi, je suis fou parce que je l'ai pas du tout élevé comme ça, et je me rends compte qu'en fait, moins elle en fait, moins elle a envie d'en faire. Mais c'est incroyable, les amis. Je dirais même c'est magistral. Faut pas oublier qu'en France, on est le pays qui paye le plus de taxes au monde. Et ces taxes, à votre avis, ils servent à quoi? Si c'est pas à donner à ceux qu'on a le moins dans ce pays. Liberté, égalité, fraternité. On l'a oublié dans ce pays ou quoi? Et là, les amis, on va se tourner sur BFM TV avec le petit Louis Sarkozy, qui va nous expliquer en plein direct que son nom de famille facilite à venir se pavaner tous les jours sur les plateaux TV. Mais ça, petit Louis, on le savait déjà. Vous pensez bien qu'en France, il y a des personnes qui travaillent plus de 10 ans pour essayer de passer une fois à la télé, ils ne passeront jamais à la télévision. Par contre, quand il y en a d'autres qui n'ont aucune formation pour passer à la télévision, vous inquiétez pas, le nom de famille suffit. Bienvenue en France, le pays contrôlé par les banques. Je suis là parce que je veux participer au débat culturel et politique, parce que je pense que le pays va mal et que j'ai envie d'en parler. On commence à vous reprocher on voit trop souvent Louis Sarkozy. Hein. Quand tout à l'heure on a dit que on vous recevait encore, c'est des jaloux ou parce qu'on va dire voilà. Non, on voit trop. Bah, écoutez, déjà j'accepte les invitations, je viens présenter mon livre. Accessoirement, quand quelqu'un écrit un livre, il veut le présenter aux médias. Il est vrai que je n'ai aucune illusion et je sais que mon accès aux médias de France est facilité par mon nom de famille. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne pas utiliser cet avantage? Me dire non, finalement là c'est un petit peu trop, mais pas du tout. Je veux vendre mon livre. C'est la seule chose que je veux faire. Je veux faire tout ce qui est possible, maximiser la potentialité de belles ventes. Et bien sûr, un accueil des académiciens qui est respecté et des passionnés de Napoléon qui vont dire que c'est un bon livre. C'est tout. Je n'ai aucune illusion sur le fait que mon nom participe en grande partie à cet essor médiatique. Je n'ai aussi aucune gêne. Mais bien sûr que chacun joue. Vous savez, dans la vie, on a des avantages, on a des inconvénients. Parfois on est meilleur, parfois on est à l'arrière. Ça change. La roue de la fortune, c'est les consolations de la philosophie de Boès. Boès qui était le grand conseiller du roi Ostrogoth, qui était consulté par tout le monde, accusé d'un complot. Il va en prison. 3 mois avant son exécution, il écrit un livre qui est fondamental, qui s'appelle Les consolations de la philosophie, où il montre à quel point il avait tout. Et l'homme a tout perdu, et il se raisonne, il se sort de son angoisse en contextualisant, en se rendant compte qu'il avait fait de son mieux, que ses fils sont encore en bonne santé, etc. Un livre que je vous recommande fortement. La leçon de ce livre, c'est quoi? C'est qu'on joue avec les cartes qui sont les nôtres. Moi, s'il y a une opportunité devant, j'ai bien plus peur de l'opportunité loupée que de la défaite, vous voyez. Eh oui, les amis, il l'a dit le petit Louis, il est prêt à tout pour vendre son livre de merde. Qu'est-ce que tu connais, toi, de Napoléon Bonaparte? Tu connais rien. Lui, par contre, il connaît tout. Alors, bien sûr, il est prêt à tout, même à venir sur les médias corrompus jusqu'à la moelle, tous les jours, je dirais même 3 fois par jour, pour raconter n'importe quoi aux Français, pour essayer de vendre son livre de merde. Alors, si tu veux acheter son livre de merde, tu le retrouveras sur toutes les librairies en France, dans les bureaux tabac, dans les kebabs, et même
chez les médias corrompus jusqu'à la moelle. Alors si t'as un bec et tu veux l'acheter, t'as plus qu'à faire à 24,23 €. Ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre une chose sur Louis, c'est que dans ses livres, il vous raconte n'importe quoi. Et là les amis, on va se tourner sur Karim Zeribi, qui va féliciter les députés et les parlementaires de la France Insoumise. Il explique en plein direct, ils font preuve de courage. Mais moi je félicite les députés, les parlementaires de la France Insoumise. Je les félicite parce que ils font preuve de courage. Ils font preuve de courage dans un contexte où on a le sentiment qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut pas prendre parti pour le peuple palestinien, qu'on ne peut pas parler effectivement de l'ignominie donc des actes commis par ce gouvernement d'extrême droite messianique à la tête duquel on a Netanyahou, ce criminel poursuivi par le Cour pénale internationale. C'est un scandale. C'est un scandale absolu parce qu'on invisibilise donc les victimes palestiniennes. On a l'impression qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. On parle d'un nombre de morts. Mais enfin, où est l'humanité? Femmes, enfants, vieillards, personnes vulnérables, innocents, civils. Mais pendant combien de temps on va accepter ça? C'est insupportable. Ça nous met hors de soi, je veux dire, à un moment donné. C'est plus possible, le droit international est bafoué, les Nations Unies parlent, mais ne sont pas respectées. Même Emmanuel Macron, lorsqu'il donne de la voix, enfin, sur le sujet, on voit bien que nous sommes impuissants, que la France ne compte pas. Et il y a une alliance aujourd'hui des extrémistes, de gens dangereux, c'est l'alliance Trump-Netanyahou. On a quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt international, et qui est reçu aux États-Unis, en grande pompe, avec une conférence de presse. Mais où va le monde? C'est honteux ce qui est en train de se passer. Oui, il faut s'indigner. Oui, il faut se révolter. Oui, il faut se mettre en colère. Et les parlementaires qui ont brandi ces pancartes de gamins, d'enfants, d'innocents palestiniens, ils ont raison. Parfois, il faut savoir désobéir au règlement. Et là les amis, on va se tourner sur Europe 1. Vous allez voir un Français J, expatrié, qui est devenu racelard à force de regarder ces news. Et bien sûr, Europe 1. Merci à tous de faire un signalement à l'Arcom. Ça s'est passé hier à 16h45 sur Europe 1. Tu regardes encore la télé française? Non, je regarde et entends. D'accord, très bien. Sur mon portable. Très bien, d'accord, donc vous nous écoutez. Donc j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué. Michel, mais beaucoup de choses ont été dites. Oui, mais vous pouvez les redire. Vous pouvez les redire. Vous pouvez dire ce que moi, vous pensez. je parle en tant que fils de rescapé. Oui. Mon père a passé 5 ans dans les camps. Donc je trouve ça très choquant de comparer cette Gaza avec pour ça. Tout a été dit. Je crois que Golan a bien posé le problème, même aux chroniqueurs. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vous manquez d'informations. Ça veut dire que vous avez un homme qui s'appelle Tzvi Yechezkel, qui a couvert les frères musulmans depuis 2015, pendant plusieurs années. Il les a infiltrés, il est sur Google, il est parti en Suède, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Je veux dire, vous avez tout ce qu'il a dit. Il y a comment ça s'appelle, l'avocat était interviewé, il y avait pas mal de Français qui ont été interviewés, et ça ne bouge pas. Les policiers ne bougent pas. La France est molle. Oui. Je voulais que je vous dise, quand j'appelle le consulat de France, j'ai plus de passeport, j'ai pas fait ma demande de retraite, je m'en fous. Parce que j'ai honte. J'ai honte d'être français. Ah oui. Donc à partir de ce moment-là, quand vous appelez le consulat général de France, de France, bonjour, voilà ce que vous avez. C'est drôle, faut rire. Mais ça fait 30 ans. Et alors? Non, mais c'était pour Et comprendre. quoi, Popek, qu'est-ce qu'il faisait, Popek? Non, mais comme c'était pas totalement réussi... Attendez, ça y est, on est dans les goulags là. Non, c'est pas ce que veut dire. C'est pas ce que veut dire. Ce que je veux, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui tapent sur Michel Leb. Je me rappelle à l'époque qu'il faisait des accents, etc. Et c'est vrai que. Alors, bien sûr, moi j'ai grandi avec un, moi. Depuis tout petit, depuis l'âge de 4 ans, on écoute Europe 1 à la maison. Je suis attentif à ce que vous dites. Vous dites que quand vous appelez l'ambassade. Exactement. L'ambassade. Pas l'ambassade, le consulat général de Jérusalem. Parce que Jérusalem n'est pas considéré en Israël. Bon, d'accord, donc c'était d'accord. Oui, c'est ça que vous avez compris. Bon, les amis, vous aurez bien compris que sur Europe 1, comme sur toutes ces chaînes de propagande, on peut se permettre d'imiter les Arabes avec un accent vraiment pas réussi, sans qu'un chroniqueur, et encore moins Cyril Hanouna, n'intervienne. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Et là les amis, on va se retourner sur Petit Louis Sarkozy, qui est sur BFM TV. De toute façon, on le voit sur tous les médias français. Il nous explique face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai pour Jordan Bardella sans aucune hésitation. Mais Louis, tu nous apprends rien. On sait très bien que vous êtes tous avec le RN. Il nous explique ensuite, et c'est là où on va rigoler, interrogez les Français et ils vous répondront exactement pareil. La majorité des Français
déteste Mélenchon et sa secte LFI. Ah bon? Ça je le savais pas. Alors j'ai juste une question à te poser, petit Louis. Pourquoi sur tous les médias français, propagande jusqu'à la moelle, on s'attaque toujours au même parti, la France Insoumise? Revenons en France, hypothèse soulevée par un sondage la semaine dernière, un duel Bardella-Mélenchon au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que, comme 67% des Français, vous choisissez Bardella plutôt que Mélenchon? Ah oui, immédiatement. Sans hésiter? Sans hésiter. Pourquoi? Parce que je considère que Jean-Luc Mélenchon est une bien plus grande menace que... J'ai plein de désaccords avec M. Bardella, avec son parti, et je ne vais pas répéter ici encore une fois que je ne suis pas du tout du Rassemblement National et qu'en vérité je ne crois pas vraiment à ce parti. Mais face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai là sans aucune hésitation. Et Bardella a plus de chances que Le Pen pour vous de réussir là où elle a toujours échoué? Ce qui est intéressant avec M. Bardella, c'est qu'il incarne la droite LR, ou la gauche LR, devrais-je dire, du Rassemblement National. Et c'est vrai qu'il est, avec lui, il y a cette image de respectabilité, une recentralisation du parti, une libéralisation du parti, qui peut plaire à certaines couches, qui peut-être avait peur du nom Le Pen. Non, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen est une meilleure candidate électoralement, juste parce que ça fait 40 ans qu'elle y travaille, mais dans l'avenir, là, oui, je pense que ce sera un candidat tout à fait formidable. Donc un jour, vous pourriez dire qu'il faut voter face à Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Et là les amis, sur cette dernière vidéo, on va parler de l'enquête au cœur du système de Mélenchon. La direction de la France Insoumise a été surprise par la sortie et l'ampleur des révélations sur le livre. Nous explique Olivier Perroux, le co-auteur du livre La Meute, qui a enquêté sur la France Insoumise, si on peut appeler ça une enquête. Et il nous explique ensuite, ce n'est pas parce que le livre a été publié que nous avons arrêté d'enquêter. Pas besoin de vous dire que ça s'appelle plus une enquête. Alors déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas parce que le livre est publié que nous avons arrêté d'enquêter. Donc, concluez-en que nous avons encore des sources en interne. La France Insoumise a été, en tout cas la direction de la France Insoumise a été surpris par le livre, et la sortie et l'ampleur du livre et des révélations. La stratégie au début était on a un message interne de Mathilde Panot qui dit surtout refusez le mercredi 7 la sortie du livre, refusez les invitations pour ne pas commenter le livre. Visiblement, ils ont été poussés à le faire, parce que voilà, nos révélations sont de taille, sont documentées, il y a énormément de témoignages. Quelles conséquences ça peut avoir? La première des conséquences, et c'est comme ça autour de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire la torture humaine, de se resserrer, de se défendre coûte que coûte. Ce que l'on sait en parallèle, c'est qu'il y a eu des réunions autour du livre, avec certains membres de la direction, d'autres pas. Nous, on reçoit énormément de messages de militants, encore actuels, locaux, à Marseille, à Lille, qui ont été victimes, qui croient encore sincèrement, ce sont des militants sincères, hein, qui croient encore au programme, mais qui doutent de l'homme et de ses pratiques à la lecture de cet ouvrage, et qui nous remercient aujourd'hui. Donc, il va y avoir cette ambiguïté finalement chez eux. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on va retourner chez les ex-insoumis de l'après, le mouvement qu'a fondé Raquel Garrido? Il y a un exemple pour moi qui est très parlant. Ça s'est passé pendant les législatives à Paris, où, on le raconte dans le livre, donc Danielle Simonet dans le 20e arrondissement de Paris est candidate, purgée par Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, et la France Insoumise investit une candidate, Céline Verzelletti, de la CGT, face à elle. Le parti met énormément de moyens. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit.